Dis-moi si ça te parle. Tu arrives chez tes parents ou chez ta belle famille avec les meilleures intentions du monde. Tu t'es dit, cette fois, je resterai calme. Cette fois, je ne prendrai pas les remarques pour moi. Cette fois, je serai juste là, légère, présente. Et puis, quelque chose se passe. Un mot, une question, un regard ou même rien du tout, juste une atmosphère. Et tu sens quelque chose changer en toi. Quelque chose que tu reconnais parce que c'est très précisément toi à 15 ans, à 10 ans ou à 7 ans. Et le dimanche soir, dans la voiture, sur le retour, tu es épuisé. Tu es épuisé d'une façon qui n'a rien à voir avec de la fatigue physique. Et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Si tu hoches la tête, tu es exactement là où tu dois être aujourd'hui. Je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute, et tu écoutes l'épisode 39 d'Harmonie intérieure, le troisième épisode du festival d'été. Les 2 premières semaines, on a parlé du repos et du corps. Aujourd'hui, on aborde quelque chose que beaucoup de femmes vivent chaque été sans pouvoir le nommer. Ces vacances en famille qui réveillent des choses qu'on croyait avoir dépassées depuis longtemps. Et pour en parler, je vais te raconter l'histoire de Camille. Camille a 39 ans. Donc, si tu connais déjà mes podcasts, tu sais que Camille est un nom d'emprunt. Le jour où elle est chargée, le jour, pardon, elle est chargée de communication dans une grande entreprise. Le soir et le week-end, elle termine sa formation de coach de vie et commence à accompagner ses premières clientes. Elle construit sa reconversion en parallèle de son emploi avec 2 enfants de 6 et 9 ans et une énergie qui force l'admiration, vraiment. Camille est venue me voir en mai. Alors, il n'y avait pas de crise, juste une question qu'elle n'arrivait pas à résoudre. En quelques mots, voici ce qu'elle me disait. Je comprends mes clientes, je sais nommer ce qui se passe pour elles, je travaille sur moi depuis des années maintenant, mais quand je rentre chez mes parents, je deviens une autre personne. J'ai le sentiment de régresser et ça m'épuise et j'en ai même honte. Sa mère est une femme forte, exigeante, attentionnée à sa façon, qui pose des questions sur le travail, sur les enfants, sur les projets, qui n'a jamais vraiment compris ce que Camille cherchait avec ce projet de coaching. Et puis, sans le vouloir, c'est exactement quelle touche appuyée pour que Camille se sente à nouveau trop ambitieuse, pas assez raisonnable, pas assez reconnaissante de ce qu'elle a. Le dernier week-end chez ses parents, Camille était rentrée un dimanche soir en pleurant dans sa voiture pendant 20 minutes, sans vraiment savoir pourquoi. Sa mère n'avait rien dit de grave, il n'y avait pas eu de dispute, juste une accumulation de petits riens qui avait fini par faire beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que la recherche en psychologie des systèmes familiaux explique très bien, parce que ce que Camille vivait n'est pas un manque de maturité. Ce n'est pas un échec, c'est un mécanisme documenté, étudié et surtout transformable. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Murray Bowen était psychiatre américain et il est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle la thérapie des systèmes familiaux. Sa grande intuition, c'est que la famille n'est pas juste un groupe de personnes qui vivent ensemble ou qui se retrouvent à Noël. En fait, c'est un système. Un système avec ses propres règles, ses propres rôles, ses propres équilibres. Et comme tout système, il cherche à se maintenir. Ce que Bowen a observé, c'est que quand on retourne dans ce système familial d'origine, quelque chose de très automatique se passe en nous. On reprend notre place, pas consciemment, pas volontairement. Le système nous aspire vers notre rôle historique. La bonne élève, la sage, celle qui ne fait pas de vagues, celle qui prend soin, celle qui déçoit, celle qui n'est jamais assez. Bowen appelait ça la régression émotionnelle. Ce n'est pas un manque de maturité, ce n'est pas non plus un échec personnel, c'est une réponse automatique du système nerveux qui reconnaît un contexte et qui repasse en mode survie exactement comme il le faisait quand on avait 10 ans dans cette même maison ou dans ce même système. Et plus on a travaillé sur soi,
plus on est consciente de ces schémas et plus cette régression peut être frustrante parce on se voit la vivre, on le sent sans pouvoir l'arrêter. Et c'est exactement ce que vivait Camille. Elle qui accompagne ses clientes vers plus de clarté et d'autonomie se retrouvait en 24 heures à douter de toutes ses décisions. Mais Bowen répond au comment. Il reste une question encore plus profonde. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on revient encore et encore dans ce système qui nous fait souffrir? Pourquoi est-ce qu'on y retourne fidèlement malgré tout ce qu'on a appris sur soi-même? C'est là qu'un deuxième chercheur apporte quelque chose qui change tout, quelque chose d'essentiel. Alors on va l'appeler Ivan, c'est Ivan Bosnormeinagi. Ivan, psychothérapeute hongrois, je vous mettrai le nom dans la description, a développé le concept des loyautés invisibles. Et quand on comprend ça, beaucoup de choses s'éclairent. Ce qu'il a montré, c'est que dans toute famille, il existe des loyautés non dites, non choisies, mais profondément ancrées, des engagements implicites qu'on a pris très tôt pour maintenir le lien avec nos parents. Des engagements qui disent « je ne te dépasserai pas, je ne réussirai pas là où tu as échoué, je resterai proche de toi en restant proche de tes peurs. » Ces loyautés ne sont pas des décisions conscientes. Ce sont des programmes installés à une époque où dépendre de nos parents n'était pas une option, c'était une question de survie. Et le cerveau d'enfant a fait ce qu'il a toujours fait. Il a trouvé un moyen de rester dans le lien. Pour Camille, la loyauté invisible ressemblait à ça. Ne pas aller trop loin. Ne pas devenir quelqu'un que sa mère ne reconnaissait pas. Ou quelqu'un que sa mère ne reconnaît plus. Ne pas revenir au point de créer une distance que l'amour entre elles ne pourrait pas combler. Et chaque week-end, chez ses parents, cette loyauté se réactivait. Pas parce que sa mère faisait quelque chose de mal, mais parce que le système reconnaissait le contexte et rappelait Camille à sa place historique. On ne régresse pas parce qu'on est faible, en fait. On régresse parce que c'est loyal, parce qu'on est loyal à quelque chose de plus ancien que la raison. Revenons maintenant à Camille. Parce que c'est dans notre travail ensemble que tout ça a pris une forme très concrète pour elle. Lors de nos échanges, je lui ai demandé de me décrire le moment précis où elle sentait la régression commencer. Pas le week-end entier, le moment exact. Elle a réfléchi un instant et elle m'a dit, c'est quand ma mère me pose des questions sur le coaching. Il y a une façon qu'elle a de dire les mots, le mot coaching particulièrement, entre guillemets, à peine perceptible. Comme si ce n'était pas vraiment un métier. Et là, quelque chose en moi s'effondre. Je lui ai donc demandé qu'est-ce qui s'effondre exactement. Elle a mis un moment avant de répondre. Elle m'a dit ma légitimité. D'un coup, je ne suis plus une professionnelle qui accompagne les femmes. Je suis encore la fille de ma mère qui a des idées trop grandes pour elle. Et là, quelque chose d'important est apparu. Parce que la question suivante que je lui ai posée, c'était celle-ci. Est-ce que ta mère a eu, elle, un projet qu'elle a dû abandonner? Un rêve qu'elle n'a pas pu vivre? Camille a ouvert les yeux un peu plus grands. Elle m'a dit, elle voulait être institutrice. Mais elle a arrêté ses études pour s'occuper de ses parents malades. Elle n'en parle jamais. Voilà. Ce n'était pas sa mère qui freinait Camille. C'était la loyauté invisible de Camille envers le rêve que sa mère n'avait pas pu vivre. Ne pas aller trop loin. Ne pas lui rappeler ce qu'elle n'a pas pu faire. Quand on a nommé ça ensemble, quelque chose s'est allégé dans la pièce. Pas résolu d'un coup, mais nommé. Et ce qui est nommé commence à être libéré. Et maintenant, je vais te proposer une pratique.
Parce que comprendre, c'est utile. Mais le corps a aussi besoin d'un outil pour ces moments-là. Si ce sujet des loyautés familiales te touche profondément, il y a dans la bibliothèque du bien-être des séances qui travaillent spécifiquement sur les blessures émotionnelles et les transmissions familiales. Le lien est dans la description. Et maintenant, on passe à la pratique. Une pratique courte, ce que tu peux faire au moment où tu sens la régression commencer. Dans la voiture avant d'entrer, pendant une pause, ou le dimanche soir sur le chemin du retour. Tu peux aussi la faire avant de partir parce que parfois ton comportement change avant même que tu arrives sur le lieu familial. Pour cette pratique, installe-toi comme tu veux, dans ta voiture, sur un banc, dans ton canapé, après être rentré, avant de partir, les yeux ouverts ou fermés, c'est toi qui choisis. Bien sûr, si tu conduis, écoute juste et reviens à cette partie dès que tu pourras t'arrêter. Alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration par le nez et à l'expiration, dis-toi intérieurement, je suis revenu. Par rentrer chez toi, revenu à toi, il y a une différence. Une autre inspiration et à l'expiration, remarque où tu es dans ton corps en ce moment. Est-ce que les épaules sont remontées? Est-ce que la mâchoire est serrée? Est-ce que la respiration est haute? Pas besoin de corriger, juste observer, constater sans juger. Je vais te poser une question et tu n'as pas à y répondre à voix haute, juste la laisser faire ce bonhomme de chemin en toi. Dans ce que tu as ramené de ce week-end, de cette réunion de famille, qu'est-ce qui est vraiment le tien et qu'est-ce qui appartient à quelqu'un d'autre? La fatigue, elle est à toi. La tristesse aussi, peut-être. Mais la culpabilité, le doute sur tes choix, la sensation de ne pas être assez, est-ce que c'est vraiment le tien, ça? Imagine une ligne devant toi. D'un côté, ce qui t'appartient. De l'autre, ce qui appartient au système familial. Tu peux poser de l'autre côté de cette ligne tout ce qui n'est pas le tien. Avec respect, sans jugement, juste en le rendant à qui ça appartient. Et maintenant, je veux que tu te rappelles quelque chose de concret. Une chose que tu as faite récemment, professionnellement ou personnellement, quelque chose dont tu es fier, une chose
qui vient de toi, pas de ton rôle de fille ou de mère ou d'employé, de toi. Garde cette chose dans ta conscience et dis-toi, cette personne-là, c'est aussi moi. Et personne ne peut l'effacer en une conversation. Pour finir, pose une main sur ton sternum et dis-toi ces mots. Je suis revenu. Je suis moi. Et ça ne change pas selon l'endroit où je suis. Je suis revenu. Je suis moi. Et ça ne change pas selon l'endroit où je suis. Ce geste, cette main sur le sternum ou ce tapping avec ces mots, c'est ton ancrage. Tu peux le faire aux toilettes, pendant un repas de famille, dans la voiture, avant d'entrer, ou après en repartant. Il rappelle à ton système nerveux que tu as une identité qui existe en dehors du contexte familial. Voilà, cette pratique est terminée. Prends un moment avant de reprendre le cours de ta journée et si tu peux, bois un verre d'eau. Le corps intègre mieux ce qui vient de se passer quand on hydrate. Camille a eu une conversation avec sa mère quelques semaines après notre travail ensemble. Pas une confrontation, hein, pas une explication de texte sur les loyautés invisibles, juste une question posée doucement un soir au téléphone. Elle lui a demandé, Maman, est-ce que tu as un rêve que tu n'as pas pu vivre? Il y a eu un long silence. Et sa mère a dit, J'aurais voulu enseigner. Mais bon, la vie en a décidé autrement. Camille m'a raconté ça, les larmes aux yeux. Elle m'a dit, pour la première fois, j'ai vu ma mère. Pas ma mère à moi. Ma mère, elle, sa vie à elle, ses renoncements à elle. Et quelque chose dans leur relation a changé, évolué ce soir-là. Alors pas de façon magique, ça n'a pas tout bouleversé, mais quelque chose a bougé. Les vacances en famille ne créent pas les tensions. Elles révèlent ce qui était déjà là en attente d'être vu. Et voir, c'est déjà le début de quelque chose. Vendredi prochain, on continue avec quelque chose qui touche beaucoup de femmes, la difficulté à recevoir, l'art de donner sans s'épuiser et ce que ça dit de nous. Si cet épisode te parle, dis-moi en commentaire. Est-ce qu'il y a une personne dans ta famille qui réactive quelque chose en toi? Tu n'as pas à la nommer, juste dire que ça active. Et si tu penses que cet épisode pourrait aider une femme de ton entourage qui vit ça, partage-le lui. Et laisse un avis 5 étoiles là où tu écoutes ce podcast. Ça aide vraiment à ce que d'autres femmes puissent me retrouver. Voilà. Je te laisse sur ces mots que j'aime à te rappeler. Ton cerveau t'écoute. Alors, parle-lui avec bienveillance.